Bonjour à tous et à toutes et soyez les bienvenus sur Bartolo Vidéo. Ceci est la deuxième partie du top 20 des dramaturges majeurs, les dramaturges qui ont marqué l'histoire du théâtre. Si vous n'avez pas vu la première partie, allez la voir en cliquant sur le lien dans la description ou sur celui qui s'affiche en haut à droite de votre écran. Avant de reprendre, je vous rappelle que les dramaturges sont classés en fonction du nombre d'œuvres qu'ils ont créées et que je ne suis pas expert en littérature théâtrale. Je vais donc essayer de ne pas dire trop de bêtises, mais je ne préfère rien vous promettre. En revanche, si l'un de ces dramaturges vous intéresse, je vous invite à vous renseigner un peu plus par vous-même et à aller lire ses œuvres. Mais j'ai déjà beaucoup trop parlé, je vais donc juste remercier mes camarades comédiens de la compagnie Bartolo qui ont gentiment accepté d'illustrer mes propos en interprétant les quelques extraits d'œuvres que vous découvrirez dans cette vidéo et passer tout de suite au numéro 11, Jean Giraudoux. Hippolyte Jean Giraudoux est un écrivain et diplomate français qui a participé en tant que soldat à la Première Guerre mondiale et est décédé pendant la Seconde Guerre mondiale. J'aurais pu vous parler des questions qui tournent autour de sa potentielle participation à la résistance sous le régime de Vichy, qui l'aurait valu de se faire empoisonner par la Gestapo, d'après ce que dit Louis Aragon. Bon, qui dit peut-être bien des conneries pour faire son intéressant, puisque la théorie d'une intoxication alimentaire ou d'une pancréatite semble bien plus plausible. J'aurais aussi pu vous parler des soupçons qui pèsent sur son prétendu antisémitisme, soupçons qui se fondent essentiellement sur son texte Plein pouvoir, dans lequel certains voient une preuve de son racisme, quand d'autres voient un plaidoyer pour une politique d'immigration et pour le droit d'asile. Comme quoi, c'est pas toujours facile d'interpréter une œuvre convenablement. Plutôt que de parler de toutes ces controverses, je préférerais souligner que Giraudoux s'ancre dans un mouvement auquel ont participé plusieurs dramaturges des années 1930-1940, parmi lesquels Cocteau, Anouilh, Sartre ou Camus, et qui consiste à revisiter les mythes antiques, les faisant fréquemment basculer du registre tragique à celui de la comédie, en y apportant un éclairage moderne. Ainsi, dans La guerre de Troie n'aura pas lieu, qu'il présente en 1935 au moment où les dictatures montent en Europe, il s'appuie sur la guerre de Troie, un conflit légendaire issu de la mythologie grecque, pour montrer comment tout le monde voit venir la guerre, de Troie dans la pièce et la deuxième mondiale dans la vraie vie, sans réagir. La pièce se terminera d'ailleurs par le déclenchement effectif de la guerre, et on sait tous ce qu'il s'est passé 4 ans après qu'il ait écrit sa pièce. Et pourtant, la guerre ne devait pas avoir lieu. La guerre de Troie n'aura pas lieu, Cassandre. Je te tiens un pari, Andromaque. Cet envoyé des Grecs a raison. On va bien le recevoir. On va bien lui envelopper sa petite Hélène et on la lui rendra. On va le recevoir grossièrement, on ne lui rendra pas Hélène, et la guerre des Troies aura lieu. Oui, si Hector n'était pas là. Mais il arrive, Cassandre, il arrive. Tu entends assez ses trompettes. En 7 minutes, il entre dans la ville victorieux. Je pense qu'il aura son mot à dire. Quand il est parti, voilà 3 mois, il m'a juré que cette guerre était la dernière. C'était la dernière, la suivante l'attend. Cela ne te fatigue pas de nous voir et de ne prévoir que l'effroyable? Je ne vois rien, Andromaque. Je ne prévois rien. Je tiens seulement compte de 2 bêtises, celle des hommes et celle des éléments. Pourquoi la guerre aurait-elle lieu? Paris ne tient plus à Hélène. Hélène ne tient plus à Paris. Il s'agit bien d'eux. Il s'agit de quoi? Paris ne tient plus à Hélène. Hélène ne tient plus à Paris. Tu as vu le destin s'intéresser à des phrases négatives? Je ne sais pas ce qu'est le destin. Je vais te le dire. C'est simplement la forme accélérée du temps. C'est épouvantable. Dramaturge numéro 10. Celui-là fait partie de ces auteurs qu'on découvre au lycée, qu'on comprend pas et qu'on n'a pas envie de comprendre. Parce que, on va pas se mentir, qu'on s'intéresse pas particulièrement au théâtre ou à la littérature, c'est pas vraiment passionnant de lire du Samuel Beckett. Samuel Barclay Beckett est un écrivain, poète et dramaturge irlandais du XXe siècle, connu principalement pour avoir écrit la pièce En attendant Godot. Mais c'est surtout l'un des pionniers du théâtre de l'absurde. Alors dans la première partie, j'ai dit qu'il serait trop long de développer les différents styles théâtraux, ça mériterait une vidéo à elle seule, mais si vous ne savez pas ce qu'est le théâtre de l'absurde, vous ne pouvez pas apprécier l'œuvre de Samuel Beckett ainsi qu'un autre dramaturge que nous verrons un peu plus tard dans cette vidéo. Bon, il y a fort à parier que même en sachant ce qu'est le théâtre de l'absurde, vous puissiez ne pas apprécier l'œuvre de Samuel Beckett. Mais au moins vous comprendrez pourquoi. Bref, je vais essayer de vous expliquer le théâtre de l'absurde sans vous parler de notions brechtiennes, d'effets de distanciation ou de thèmes existentialistes. Alors, le théâtre de l'absurde est un style théâtral apparu au moment de la Seconde Guerre mondiale et qui basiquement a pour but de ne pas faire ce qui se fait dans les autres genres. Les dramaturges absurdiens, comme personne ne les appelle, tentent de démontrer l'absurdité de l'homme et de la vie. Et comment le font-ils, me demanderas-tu, toi, derrière ton écran, qui n'as jamais lu En attendant Godot de Beckett? Eh bien lis En attendant Godot de Beckett et tu le verras. Vas-y, on t'attend. C'est bon? T'as pas compris et tu as l'impression de n'avoir rien lu? Et ben voilà. Dans En attendant Godot, Samuel Beckett raconte l'histoire de Vladimir et Estragon, 2 vagabonds, qui se retrouvent quelque part à la tombée de la nuit pour attendre Godot. Qui est Godot? On sait pas. Mais il viendra pas de toute la pièce, qui se termine par les 2 personnages qui décident de s'en aller. Estragon dit « Allons-y ». Et Beckett précise, en didascalie, il ne bouge pas.
En fait, avec En attendant Godot, Beckett a essayé de faire un spectacle laissant une impression de vide. Ça a tellement marché que lors des premières représentations, la moitié de la salle sortait avant la fin de l'acte 1, ce qui veut dire qu'ils se levaient pendant la pièce et sortaient de la salle. Ce qui est pas hyper poli, mais en même temps, c'est mieux que ceux qui restaient juste pour embêter les comédiens en les huant ou en faisant du bruit. Ce qui est terrible avec cette pièce, c'est qu'elle a été écrite. Donc, il y a forcément quelque chose dedans, ou derrière. Certains avancent par exemple que le fameux Godot est en fait Dieu en personne, mais Beckett y a objecté que s'ils avaient voulu que Godot soit Dieu, bah il l'aurait appelé Dieu. Et en même temps, il a également affirmé qu'il ne savait pas lui-même qui était Godot, ni s'il existait, ni même s'il y avait un sens dans ce qu'il avait écrit. Alors est-ce que Beckett a vraiment écrit un texte dénué de sens ou se moque-t-il de nous? Ce qui est sûr, c'est qu'en somme, il ne se passe rien dans cette pièce. Or le théâtre, c'est par définition l'action. Beckett fait donc de l'antithéâtre, et c'est en cela qu'il est bien un représentant, un pionnier même, du théâtre de l'absurde. Qu'est-ce que tu as? Je n'ai rien. Moi, je m'en vais. Moi aussi. Il y avait longtemps que je dormais. Je ne sais pas. Où irons-nous? Pas très loin. Si, allons-nous-en. Loin d'ici. On ne peut pas. Pourquoi? Il faut revenir demain. Bah, pour faire quoi? Attendre Godot. C'est vrai? Il n'est pas venu? Non. Et maintenant, il est trop tard. Oui, c'est la nuit. Et si on laissait tomber? Si on le laissait tomber? Il nous punirait. Seul l'arbre vit. Qu'est-ce que c'est? C'est l'arbre. Non, mais quel genre? Je ne sais pas. Un saule. Numéro 9. Revenons à un théâtre plus classique avec Alfred de Musset. Alfred de Musset est un écrivain français du 19e siècle, contemporain de Victor Hugo, c'est-à-dire de la période romantique. D'ailleurs, s'il est aujourd'hui reconnu comme l'un des plus grands écrivains romantiques français, entre autres par ses fameux drames romantiques, suivant ainsi les traces du maître romantique Victor Hugo, il refusera toujours d'aduler celui-ci comme d'autres le firent en son temps. Et en même temps se fait réciproque, puisque Victor Hugo dira de lui « Musset est un poète charmant, léger, délicat, grand, non pas. Si Musset a atteint la grandeur, c'est exceptionnellement, comme Béranger a atteint la poésie, par un coup d'aile qui ne s'est pas soutenu. Il a beaucoup imité Biron, il est très inférieur à Lamartine. » C'est très bien dit, mais ça pique un peu. Précisons tout de même que personne n'appréciait son œuvre. Ainsi Charles Baudelaire dira « Faculté poétique, mais peu joyeux, mauvais poète d'ailleurs. » Et Gustave Flaubert ajoutera « Personne ne fait de plus beaux fragments que Musset, mais rien que des fragments, pas une œuvre. Charmant poète, d'accord, mais grand, non. » Ça cassait sévère à l'époque. Malgré tout, Alfred de Musset sera élu à l'Académie française en 1852, puis nommé quelques mois plus tard comme chancelier perpétuel. Il fêtera cette double nomination dans une maison close. Oui, parce qu'Alfred de Musset, c'est aussi un homme qui passe énormément de temps avec des demoiselles de petite vertu et à picoler, ce qui lui vaudra d'ailleurs le surnom de chancelant perpétuel au ver qui tremble. Il a également une liaison avec l'écrivaine George Sand, ce qui ne l'empêchera pas de continuer à fréquenter les catas en même temps. Finalement, il faudra attendre le XXe siècle pour que Alfred de Musset soit redécouvert et considéré comme l'un des plus grands écrivains romantiques français, un écrivain qui interroge, à travers ses œuvres théâtrales et poétiques, sur la pureté et la débauche, tout en proposant une exaltation de l'amour et une expression sincère de la douleur. En bref, l'auteur d'une littérature qui reflète les tumultes de sa propre vie. Adieu Camille, retourne à ton couvent, et lorsqu'on te fera de ces récits hideux qui t'ont empoisonné, réponds ce que je vais te dire. Tous les hommes sont menteurs, inconstants, faux, bavards, hypocrites, orgueilleux et lâches, méprisables et sensuels. Toutes les femmes sont perfides, artificieuses, vaniteuses, curieuses et dépravées. Le monde n'est qu'un égout sans fond où les phoques les plus infâmes rampent et se tordent sur des montagnes de fange. Mais il y a au monde une chose saine et sublime, c'est l'union de ces deux êtres si imparfaits et affreux. On est souvent trompé en amour, souvent blessé et malheureux, mais on aime, et quand on est sur le bord de sa tombe, on se retourne pour regarder en arrière et on se dit « J'ai souffert souvent, je me suis trompé quelquefois, mais j'ai aimé. C'est moi qui ai vécu et non un être factice créé par mon orgueil et mon ennui. » Numéro 8. Nous avons déjà vu de nombreux auteurs emblématiques de la littérature française, mais celui que nous allons aborder maintenant représente tellement notre belle langue qu'on la lui attribue fréquemment. Je veux bien sûr parler de Molière.
Jean-Baptiste Poquelin, dit Molière, est un comédien et dramaturge français, principalement auteur de comédie, et tout le monde a déjà lu ou vu ne serait-ce qu'un extrait de son œuvre. Surtout que, contrairement à la majorité des dramaturges que nous avons vus jusque-là, une très grande partie de ses œuvres sont connues, au moins de nom, par la majorité des Français, sans forcément qu'ils n'en aient lu la moindre ligne. C'est ce que j'appelle l'effet ah oui. L'effet ah oui, c'est quand, lorsqu'on te parle de quelqu'un, tu es capable de citer une ou deux de ses œuvres, mais lorsqu'on va citer ses œuvres, tu te rendras compte que... Bah oui, tu la connais cette œuvre-là, mais tu n'y as pas pensé. Ce qui t'oblige à répondre ah oui. Et avec Molière, on a un très grand effet ah oui, puisqu'il est l'auteur de Don Juan, ah oui, Le Misanthrope, ah oui, L'école des femmes, ah oui, L'Avare, ah oui, Le Tartuffe, ah oui, Le bourgeois gentilhomme, Les femmes savantes, Les fourberies de Scapin, ou encore Le malade imaginaire. Et ce n'est qu'une petite partie de ces œuvres que je viens de vous citer. Détailler la vie de Molière serait extrêmement long. Je vais donc me contenter de 11 dates clés de la vie de Molière, ce qui est déjà pas si mal. 15 janvier 1622, baptême de Jean-Baptiste Poquelin. On ne connaît pas sa date de naissance exacte, mais on peut supposer qu'elle a lieu quelques jours seulement avant. Ou après, mais ce serait quand même bizarre. 30 juin 1643, il fonde avec 9 camarades une troupe de théâtre, l'Illustre Théâtre. 28 juin 1644, il signe un acte notarié sous le nom de Jean-Baptiste Poquelin, dicte Molière. Bien qu'il ait déjà utilisé ce pseudonyme par le passé, on estime que c'est véritablement à cette date qu'il adopte ce qui deviendra son nom de scène. Notons que personne ne sait d'où vient ce nom, Molière lui-même ne l'ayant jamais révélé à quiconque. Automne 1645, Molière quitte Paris et passera les 13 années suivantes à parcourir les provinces du royaume. 24 octobre 1658, Molière et ses camarades se produisent au Louvre devant Louis XIV, qui leur mettra alors à disposition la salle de théâtre du Petit Bourbon. 20 janvier 1661, le théâtre du Petit Bourbon devant être détruit, la troupe intègre une nouvelle salle du Palais Royal. 17 août 1661, Molière présente pour la première fois une pièce créée spécialement pour la cour. Pour l'occasion, il invente un nouveau genre théâtral, la comédie-ballet, qui mêle comédie, musique et danse. 20 février 1662, il épouse Armande Béjart. 12 mai 1664, Molière présente pour la première fois Le Tartuffe ou l'Hypocrite. La pièce qui place la religion sous un éclairage comique voit ses représentations publiques interdites. 14 juin 1665, pour faire taire les adversaires de Molière, le roi décide de prendre la troupe sous sa protection. 17 février 1673, Molière monte sur scène pour donner la 4e représentation du Malade imaginaire. Il est atteint d'une fluxion à la poitrine, il se sent plus fatigué qu'à l'ordinaire, mais refuse d'annuler la représentation. Il est fréquent de dire que Molière est mort sur scène au cours de cette représentation, mais c'est complètement faux. À la fin de la représentation, il descendra de scène vivant, mais il ne remontera plus, puisqu'il décédera quelques heures plus tard. Voilà, encore une fois c'est un petit résumé rapide, il y a beaucoup d'autres choses à dire sur Molière, mais d'autres dramaturges attendent, alors terminons par ce petit extrait de son œuvre. Au voleur, à l'assassin, au meurtrier, justice, juste ciel, je suis perdu, je suis assassiné, on m'a coupé la gorge, on m'a dérobé mon argent. Qui puisse-t-il être? Qu'est-il devenu? Où est-il? Où se cache-t-il? Que ferais-je pour le trouver? Où courir? Où ne pas courir? N'est-il point là? Oh, n'est-il point ici? Qui est-ce? Arrête! Rends-moi mon argent, coquin. Ah, c'est moi. Mon esprit est troublé. Et j'ignore où je suis, qui je suis, et ce que je fais. Hélas, mon pauvre argent, mon cher ami, on m'a privé de toi. Et puisque tu m'as enlevé, j'ai perdu mon support, ma consolation, ma joie. Tout est fini pour moi. Et je n'ai plus que faire au monde. Sans toi, il m'est impossible de vivre. C'en est fait. Je ne puis plus. Je me meurs. Je suis mort. Je suis enterré. Numéro 7. Restons au XVIIe siècle en France et parlons de Pierre
Corneille. Pierre Corneille est un dramaturge et poète français dont on a déjà parlé dans la première partie de la vidéo en tant que représentant du renouveau de la tragédie aux côtés de Racine. Et pourtant, il commença sa carrière de dramaturge en écrivant des comédies telles que Mélite ou l'illusion comique. Mais en 1634, il écrit Médée, sa première tragédie qui rencontre un certain succès. Mais sa consécration en tant qu'auteur de tragédie arrive avec Le Cid en 1637, une tragicomédie qui bouleverse le paysage dramatique. Pour comprendre cela, revenons rapidement sur la question du genre théâtral. Comme dit dans la première partie de ce top 20, une tragicomédie se finit bien, et jusqu'à Corneille contient divers éléments. Un cadre dans lequel deux amoureux doivent faire face à un obstacle qu'ils terminent par surmonter, la pièce achevant par leur mariage, des duels et batailles, et un enjeu politique peu important. Avec Le Cid, si Corneille conserve le mariage final, ce qui justifie qu'il s'agisse bien d'une tragicomédie, il bouleverse tous les autres éléments constitutifs du genre. Il déplace les duels et batailles en scène, les personnages se contentant désormais de les raconter, il met en scène des personnages historiques, ce qui augmente les enjeux politiques, mais surtout, il choisit comme obstacle à la relation la mort du père de Chimène, rendant l'obstacle insurmontable et l'intrigue invraisemblable. Le non-respect de ces règles plaît au public tout en choquant les lettrés, à commencer par leur principal représentant, l'Académie française. Face aux reproches qui lui sont posés, mais surtout constatant le succès public que rencontre le Cid, Corneille décide de ne pas obéir aux règles de bienséance et réitérer en écrivant sa première tragédie historique et romaine, Horace. Dans cette pièce, il va ainsi raconter comment un héros, revenant triomphant d'un combat dans lequel il a sauvé sa patrie, se voit contraint de tuer sa sœur. Avec ces pièces, Corneille redéfinira ainsi peu à peu le genre de la tragédie, finissant même par rejoindre l'Académie française en 1647, la même académie qui, 10 ans plus tôt, avait sévèrement condamné son Cid. Comme quoi Rome, l'unique objet de mon ressentiment. Rome, à qui vient ton bras d'immoler mon amant? Rome, qui t'a vu naître et que ton cœur adore? Rome, enfin, que je hais parce qu'elle t'honore. Puissent tous ses voisins, ensemble conjurés, saper ses fondements encore mal assurés. Et si ce n'est assez de toute l'Italie que l'Orient contre elle, à l'Occident s'allie, que 100 peuples unis des bouts de l'univers passent pour la détruire, et les monts et les mers, qu'elle-même sur soi renverse ses murailles, que ses propres mains déchirent ses entrailles, que le courroux du ciel, allumé par mes vœux, fasse pleuvoir chez elle un déluge de feu. Puissais-je de mes yeux voir tomber ce foudre, voir ces maisons en cendres et les lauriers en poudre, voir le dernier Romain à son dernier soupir, moi seul en être en cause et mourir de plaisir. Numéro 6. En ouverture de cette seconde partie, nous avons parlé de Samuel Beckett et du théâtre de l'absurde. Parlons maintenant d'un autre pionnier du genre, Eugène Ionesco. Eugène Ionesco est un dramaturge et écrivain roumano-français du XXe siècle, chef de file du théâtre de l'absurde, aux côtés de Samuel Beckett, qu'il admire tout en ayant tendance à le descendre. En effet, il reproche aux journalistes et historiens de minimiser son travail au profit de celui de Beckett, aimant à rappeler que En attendant Godot est arrivé 3 ans après La cantatrice chauve, 2 ans après La leçon et 1 an après Les chaises. Non, pas celle-là, celle-là. 3 pièces qui reflètent la vision de Ionesco sur le théâtre, et donc son approche du théâtre de l'absurde. En effet, Ionesco déteste les genres classiques du théâtre, hormis les origines que constitue le théâtre antique. Il s'efforce donc de devenir un anti-auteur, qui imagine des anti-pièces. Il crée ainsi sa pièce principale, La cantatrice chauve, en assemblant des dialogues décousus, cherchant ainsi à mettre en évidence l'absurdité de la répétitivité quotidienne de la vie. Malgré cela, Ionesco a connu une renommée internationale fulgurante, ses pièces connaissant un réel succès. Élevé au rang de classique de son vivant, il rejoint même l'Académie française en 1970. Eugène Ionesco est donc un auteur qui aura su plaire à ses contemporains tout en renouvelant le genre théâtral en créant le théâtre de l'absurde, une dénomination qu'il refusera cependant, préférant l'expression théâtre de l'insolite. Car après tout, comme le dira André Le Gall, son biographe, ce n'est pas parce qu'on ne comprend pas une chose qu'elle est absurde. Mes excuses, madame, mais il me semble, si je ne me trompe, que je vous ai déjà rencontré quelque part. Ah, moi aussi, monsieur, il me semble que je vous ai déjà rencontré quelque part. Ne vous aurais-je pas déjà aperçu, par exemple, dans la ville de Manchester, madame? Ah, mais c'est très possible. Je suis originaire de la ville de Manchester.
Mais je ne me souviens pas très bien, monsieur. Je ne pourrais pas dire si je vous y ai aperçu ou pas. Mon Dieu, comme c'est curieux. Moi aussi, je suis originaire de la ville de Manchester. Ah, comme c'est curieux. Comme c'est curieux. Seulement, moi, madame, j'ai quitté la ville de Manchester il y a 5 semaines environ. Comme c'est curieux, comme c'est bizarre et quelle coïncidence. J'ai moi aussi quitté la ville de Manchester il y a 5 semaines environ. J'ai pris le train d'une demi après 8 le matin, qui arrive à Londres un quart avant 5. Comme c'est curieux, comme c'est bizarre et quelle coïncidence. J'ai pris le même train moi aussi. Oh. Mon Dieu, comme c'est curieux. Peut-être bien alors que nous nous sommes aperçus dans le train. Oui, c'est bien possible, hein. Ce n'est pas exclu. C'est plausible et après tout, pourquoi pas. Mais je n'en ai aucun souvenir, monsieur. Je voyageais en 2e classe, madame. Il n'y a pas de 2e classe en Angleterre. Mais je voyageais quand même en 2e classe. Comme c'est bizarre, que c'est curieux et quelle coïncidence. Moi aussi, je voyageais en 2e classe. Comme c'est curieux. Nous nous sommes peut-être aperçus en 2e classe, alors. Ah bah la chose est bien possible et ce n'est pas exclu après tout. Mais je ne m'en souviens pas très bien, cher monsieur. Ma place était dans le wagon numéro 8, 6e compartiment, madame. Comme c'est curieux. Ma place aussi était dans le 8e wagon, 6e compartiment, cher monsieur. Comme c'est curieux. Et quelle coïncidence bizarre, peut-être que nous nous sommes donc rencontrés dans le 6e compartiment, madame. Oui, c'est bien possible, après tout, mais... Vraiment, je ne m'en souviens pas, cher monsieur. À vrai dire, chère madame, moi non plus, je ne m'en souviens pas, mais... Il est possible que nous nous soyons aperçus là, et si je pense bien, la chose me paraît même très très possible. Oh, vraiment, bah oui. Vraiment, monsieur, bien sûr. Comme c'est curieux. J'avais la place numéro 3 à côté de la fenêtre. Oh mon Dieu! Comme c'est curieux, comme c'est bizarre. J'avais la place numéro 6 près de la fenêtre, juste en face de vous, cher monsieur. Mon Dieu, comme c'est curieux. Et quelle coïncidence. Nous étions donc vis-à-vis, chère madame. Comme c'est curieux. C'est possible. Mais je ne m'en souviens pas, cher monsieur. Ionesco a rencontré un succès immédiat, mais il ne faut pas oublier que ce ne fut pas le cas de tous les dramaturges, comme le montre notre numéro 5, Marivaux. Pierre Carlet de Chamblin de Marivaux. Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas eu un nom à rallonge comme ça. On va juste l'appeler Marivaux si ça vous va. Marivaux, donc, est un écrivain français, dramaturge des Lumières, et 5e auteur le plus joué par la comédie française, ce qui n'est pas rien quand même. Et pourtant, au XVIIIe siècle, le succès n'est pas véritablement au rendez-vous, son style d'écriture étant peu apprécié des comédiens français et du public, un style qui se veut un pont entre la bouffonnerie et l'improvisation théâtrale traditionnelle de la commedia dell'arte. La commedia dell'arte est comme la chaîne de pizzeria, te demandes-tu derrière ton écran? Eh bien non, pas du tout. La commedia dell'arte est un genre théâtral né au XVIe siècle en Italie. En même temps, avec un nom comme ça pouvait difficilement provenir d'Allemagne. Dans ce style de théâtre, des comédiens masqués improvisent des comédies en s'appuyant sur un certain nombre d'éléments tels que des répliques diverses qu'ils gardent en mémoire, prêtes à sortir, des canevas de pièces, sorte de déroulé global des actions constituant l'histoire, des déguisements, ou encore et surtout des personnages qu'ils vont s'efforcer de camper au mieux pendant toute la durée de la pièce. Ces personnages, dont certains sont encore célèbres aujourd'hui, reviennent d'une pièce à l'autre et se répartissent en 4 catégories précises. Les Anis, des valets du petit peuple avec Harlequin ou Scaramouche, les vieillards, représentant les citadins les plus extrêmes avec Pantalone ou le docteur, non, pas celui-là. Les soldats, des fanfarons pouvant être peureux avec le capitaine Matamor ou Cobiero. Les amoureux, des ingénus suffisamment ingénieux pour tromper les vieillards avec Colombine ou les Lio. Bon, tout ça c'est très bien, mais quel est le rapport avec Marivaux? Eh bien, celui-ci reprend dans ses pièces ses personnages stéréotypés, en particulier celui d'Arlequin, et y associe un théâtre plus littéraire et psychologique, proche de ce que faisaient les auteurs français et anglais de l'époque, mais en plus prononcé, puisqu'il se plaît à user de formulations compliquées et extrêmement recherchées pour formuler ses phrases, au point que celles-ci semblent mal dites.
Son nom donne ainsi naissance à deux nouveaux mots. Marivauder, qui signifie à l'origine disserter sans fin sur de menus problèmes et qui prend aujourd'hui le sens de échanger des propos galants et raffinés, et marivaudage, qui désignait à l'origine une forme trop raffinée d'analyse morale, mais désigne aujourd'hui plus largement une atmosphère enjouée et spirituelle et des rapports amoureux fondés sur le jeu et la séduction. Car en effet, si ses contemporains ne sauront réellement apprécier son style, il saura par la suite inspirer ses successeurs tels que Musset au 19e siècle ou Giraudoux au 20e siècle, et il a aujourd'hui trouvé un public qui sait apprécier une complexité qu'on lui reprochait de son temps, mais qui est désormais considérée comme très moderne. Ne m'interrompez point, mes enfants. Je pense donc que vous savez qui nous sommes. Quand nos pères, irrités de la cruauté de leurs maîtres, quittèrent la Grèce et vinrent s'établir ici, dans le ressentiment des outrages qu'ils avaient reçus de leur patron, la première loi qu'ils firent fut d'ôter la vie à tous les maîtres que le hasard ou le naufrage conduirait dans leur île, et conséquemment de rendre la liberté à tous les esclaves. La vengeance avait dicté cette loi. 20 ans après, la raison l'abolit, et en dicta une plus douce. Nous ne nous vengeons plus de vous, nous vous corrigeons. Ce n'est plus votre vie que nous poursuivons, c'est la barbarie de vos cœurs que nous voulons détruire. Nous vous jetons dans l'esclavage pour vous rendre sensibles aux maux qu'on y éprouve. Nous vous humilions afin que, nous trouvant superbe, vous vous reprochiez de l'avoir été. Votre esclavage, ou plutôt votre cours d'humanité, dure 3 ans, au bout desquels on vous renvoie si vos maîtres sont contents de vos progrès. Et si vous ne devenez pas meilleur, eh bien nous vous retenons par charité, pour les nouveaux malheureux que vous irez faire encore ailleurs. Et par bonté pour vous, nous vous marions avec une de nos concitoyennes. Ce sont nos lois. À cet égard, mettez à profit leur rigueur salutaire. Remerciez le sort qui vous conduit ici. Il vous remet entre nos mains, dur, injuste et superbe. Vous voilà en mauvais état. Nous entreprenons de vous guérir. Vous êtes moins nos esclaves que nos malades, et nous ne prenons que 3 ans pour vous rendre sains, c'est-à-dire humains, raisonnables et généreux pour toute votre vie. Numéro 4. Si Molière est le digne représentant de la langue française, parlons maintenant du digne représentant de la langue anglaise, William Shakespeare. William Shakespeare, outre le fait d'avoir un nom impossible à écrire sans faire de faute, est un dramaturge, poète et acteur anglais du XVIe siècle, surnommé le Barde. On connaît très peu de choses de la vie de Shakespeare, et nombreuses sont les spéculations sur son apparence physique, sa sexualité et sa religion. Certains prétendent même que ses œuvres auraient été écrites par un autre, mais sur ce dernier point, les milieux universitaires sont quasi unanimes pour dire qu'il n'existe aucune raison valable pour remettre en doute la paternité de ses œuvres. Considérons donc qu'il est bien l'auteur des quelques 39 pièces, 154 sonnets et quelques poèmes qu'on lui attribue, et parlons un peu de Shakespeare. Shakespeare est un homme de théâtre, au sens où, contrairement à la majorité des dramaturges de cette liste, il ne se contente pas d'écrire des pièces, mais joue également dedans, ainsi que dans celles d'autres auteurs. Ainsi, sa compagnie, les Lord Chamberlain's Men, devient rapidement la troupe la plus populaire de Londres. Elle changera de nom pour devenir les King's Men en 1603, lorsque le roi Jacques Ier devient mécène de la troupe. En 1599, il s'associe à d'autres membres de sa troupe pour construire le Théâtre du Globe. Enfin, pour être précis, lorsque le bailleur de leur ancien théâtre décide en 1598 de ne pas renouveler leur bail, Shakespeare profitera de la nuit de Noël, où le propriétaire est absent et le théâtre est fermé, pour démonter celui-ci, le transporter et le reconstruire de l'autre côté de la Tamise. Oui, Shakespeare a volé un théâtre. Bon, finalement, le Théâtre du Globe brûlera entièrement en 1613, il sera reconstruit immédiatement, puis fermé et démoli en 1644. Le Théâtre du Globe que l'on peut visiter de nos jours est une reconstruction à l'identique de l'original, construite en 1996. Contrairement à ce que l'on a tendance à croire, Shakespeare ne s'est pas uniquement illustré dans l'écriture de tragédies, bien que ce soit celle que l'on retienne le plus, mais il a également écrit des comédies, plutôt historiques dans un premier temps, puis plutôt romantiques dans un second temps. Mais William Shakespeare est surtout un des dramaturges qui a le plus influencé l'écriture théâtrale. Ainsi, c'est grâce
grâce à lui que l'on reconnaît les histoires d'amour comme valables en tant que sujet à une tragédie, en particulier grâce à l'une de ses œuvres les plus célèbres, Roméo et Juliette, œuvre qui lui permet de s'élever au même rang que Victor Hugo d'ailleurs, puisqu'elle fut elle aussi transformée en comédie musicale. Il redéfinit également le rôle des monologues, alors utilisés pour transmettre des informations publiques, et qu'il utilise pour explorer l'esprit des personnages. Mais plus encore que le théâtre, Shakespeare contribue fortement au développement de la forme moderne de la langue anglaise, par l'usage qu'il en fait. On n'en comprend que mieux dès lors que cette langue soit fréquemment appelée la langue de Shakespeare. Oh Romeo, Romeo, wherefore hast thou Romeo? Deny thee father and refuse thee name? Or if thou wilt not, be but sworn my love, and I no longer be a Capulet. Be but thee name that is my enemy, thou art thyself thou not a Montague. What's a Montague? It is nor hand, nor foot, nor arm, nor face, nor any other part belonging to a man. Oh, be some other name. What's in a name? That we recall a rose by any other name will smell as sweet. So Romeo would, were he not Romeo cold, retain that dear perfection that he owes. Without that title, Romeo doth thee name, and for that name which is no part of thee, take all myself. Il est temps d'attaquer notre top 3 avec notre dramaturge numéro 3, Jean Anouilh. Jean Anouilh est un dramaturge et scénariste français du XXe siècle qui est à l'origine de 38 pièces originales ainsi que de 8 adaptations. S'il a mis en scène certaines de ces pièces et travaillé sur des scénarios pour le cinéma et la télévision, il est surtout connu pour son œuvre théâtrale riche mais également variée, composée de comédies et tragédies, dont certaines sont des réécritures modernes de pièces antiques. Alors on pourrait croire qu'il est difficile de parler de façon organisée de l'ensemble des œuvres de Jean Anouilh, mais il se trouve que celui-ci a lui-même organisé ses œuvres en différentes séries thématiques qui se traduisent par des compilations de pièces que je vous propose de découvrir maintenant. Oui, je me suis pas vraiment foulé pour celui-là. Commençons par sa première série de pièces datant de 1942, les pièces roses. Il s'agit de comédies savoureuses dans lesquelles l'auteur se laisse aller à sa fantaisie. On y retrouve deux grandes catégories de personnages, les marionnettes, souvent des vieux ridicules et inconsistants, et les amoureux, des jeunes gens sincères croyant en l'amour. En alternance de ces pièces roses, Anouilh écrit des pièces noires. Dans celle-ci, il place des gens pour tous les jours, qui sont soit des égoïstes mesquins, vulgaires, vicieux et méchants, soit dignes, intelligents, mais uniquement faits pour une vie tranquille, sans complications. Ces gens pour tous les jours, il les oppose aux héros, qui sont souvent jeunes et rejettent le bonheur commun dans lequel se complaisent les gens pour tous les jours. Il sépare d'ailleurs les héros en deux catégories, ceux qui cherchent à échapper à un passé chargé et ceux qui s'efforcent de conserver intact un passé qu'ils identifient au monde pur de l'enfance. On retrouvera en particulier dans ces pièces noires des reprises de mythes connus, tels que Antigone, mais modernisées par Anouilh. Le ton y est désormais familier, voire vulgaire, et les anachronismes y sont légion. Après la guerre, Anouilh écrit des pièces brillantes, dans lesquelles il s'amuse à mettre en abîme le théâtre dans le théâtre. Il écrit également des pièces grinçantes, essentiellement des comédies satiriques, mettant principalement en scène des gens de tous les jours. C'est avec les pièces costumées que réapparaissent les héros, des pièces désormais dépourvues de l'univers angoissant des pièces noires. En effet, les héros tels que Jeanne d'Arc ou Thomas Becket ne s'y sacrifient plus pour des raisons existentielles, mais par devoir. Anouilh écrira également des pièces baroques, des pièces secrètes et des pièces farceuses, complétant ainsi une œuvre dramaturgique riche. Un matin, je me suis réveillée roi de Thèbes, et Dieu sait si j'aimais autre chose dans la vie que d'être puissant. Il fallait dire non alors. Je le pouvais. Seulement, je me suis sentie tout à coup comme un ouvrier qui refusait un ouvrage. Cela ne m'a pas paru honnête. J'ai dit oui. Eh bien, tant pis pour vous. Moi, je n'ai pas dit oui. Qu'est-ce que vous voulez que ça me fasse à moi, votre politique, vos nécessités, vos pauvres histoires? Moi, je peux dire non encore à tout ce que je n'aime pas. Et je suis seul juge. Et vous, avec votre couronne, avec vos gardes, avec votre attirail, vous pouvez seulement me faire mourir parce que vous avez dit oui. Écoute-moi. Si je veux, moi, je peux ne pas vous écouter. Vous avez dit oui, je n'ai plus rien à apprendre de vous. Pas vous, vous êtes là, à boire mes paroles, et si vous n'appelez pas vos gardes, c'est pour m'écouter jusqu'au bout. Tu m'amuses. Non, je vous fais peur. C'est pour cela que vous essayez de me sauver. Ce serait tout de même plus commode de garder une petite Antigone vivante et muette dans ce palais. Vous êtes trop sensible pour faire un bon tyran, voilà tout. Mais vous allez tout de même me faire mourir tout à l'heure. Vous le savez, et c'est pour cela que vous avez peur. C'est laid un homme qui a peur.
Passons maintenant à l'un des auteurs les plus représentatifs du genre du vaudeville, un genre théâtral que nous affectionnons particulièrement dans la compagnie Barthelot. Il aurait donc été dommage de ne pas en parler. Dramaturge numéro 2, Georges Feydeau. Georges Feydeau est un auteur dramatique, peintre et collectionneur d'art français du 19e siècle, à l'origine de 68 œuvres théâtrales composées de pièces plus ou moins longues et de monologues. Officiellement, Georges Feydeau est le fils de l'écrivain Ernest Feydeau et de Léocadie Feydeau, née Boguslava Zalewska. Pourquoi officiellement ? Parce que sa mère est une femme galante, ou de façon un peu vulgaire, une prostituée. Et on n'est donc pas sûr que Ernest soit le père de Georges. Certaines sources attribuent en effet la paternité de Georges Feydeau à Napoléon III et d'autres au duc de Morny. Ce dont on est sûr, en revanche, c'est qu'il écrit sa première pièce, Par la fenêtre, une petite comédie en un acte, en 1882, alors qu'il n'a que 19 ans. La pièce rencontre un certain succès, mais c'est en 1886 qu'il présente sa première pièce en 3 actes, Tailleur pour dame. Celle-ci est fort bien accueillie, et lui vaut les encouragements de Eugène Labiche. Qui est Eugène Labiche ? Il s'agit d'un autre dramaturge français, plus âgé que Feydeau de 51 ans, et qui a également grandement contribué au genre du vaudeville. Labiche aurait pu apparaître dans Stop, il aurait peut-être même dû y apparaître, d'autant que le nombre de pièces qu'il a écrites est considérable, mais il n'y apparaît pas pour une raison toute simple. Je l'ai oublié, j'y ai pas pensé. Revenons donc à Feydeau, qui pendant qu'on parlait de Labiche, traverse désormais une période difficile, pendant laquelle ses pièces ne rencontrent qu'un accueil tiède. Mais en 1892, il présente Monsieur Chasse, Champignol malgré lui et Le système Ribadier, 3 pièces qui rencontrent un immense succès et qui lui valent le titre de roi du vaudeville. Mais quoi est-ce que c'est que le vaudeville au fait, te demandes-tu derrière ton écran, petit sacripant que tu es? Le vaudeville est un genre théâtral dont nous allons parler très rapidement. Il s'agit de comédies sans intention psychologique ni morale, fondées sur un comique de situation. L'action y est pleine de rebondissements et on y trouve les célèbres portes qui claquent, ainsi que le célèbre trio du mari, de la femme et de l'amant. C'est donc dans ce genre que Feydeau excelle et enchaîne les réussites avec des titres aussi célèbres que L'Hôtel du Libre-Échange, Un fil à la patte, Le Dindon ou encore La Dame de chez Maxime. Malheureusement, Feydeau mène également une vie de noctambule triste, perdant beaucoup d'argent au jeu, prenant de la cocaïne et trompant son épouse à maintes reprises. Assez ironiquement, il se disputera avec celle-ci en 1909, lui reprochant d'avoir pris un amant et quittera le domicile conjugal. Suite à cette séparation, Feydeau renouvelle le genre du vaudeville en y apportant une étude plus approfondie des caractères et tournant en ridicule la médiocrité des existences bourgeoises dans des comédies de mœurs en un acte, telles que On purge bébé ou Mène te promène donc pas toute nue. Malheureusement, Feydeau contracte la syphilis et termine sa vie dans un sanatorium, décédant en 1921 à l'âge de 58 ans. Et maintenant, moi, j'ai préparé le terrain du côté de ce bonhomme-là du Bousin. Il n'y a plus à tergiverser. Mon contrat se signe ce soir. Il faut que j'aborde la rupture. Carrément. C'est ça, ce sera charmant. Dépêchez-vous. Et par exemple, si je sais comment je vais y prendre. Tu m'aimes? Je t'adore. Mon chéri. C'est pas comme ça en tout cas. Que je suis heureuse de te revoir là. Ah ben je n'en crois pas mes yeux. Oh vilain. Si tu savais le chagrin que tu m'as fait, j'ai cru que c'était fini nous deux. Oh, fini. Enfin je te rais. Dis-moi que je rais. Tu me ras. Et que ça ne finira jamais. Jamais. Oh non. Non, mais lui, c'est pas ça du tout. Tu m'as remarqué. Vois-tu, voilà comme je suis bien. Ah, bien pas moi. Oh, je voudrais rester comme ça pendant 20 ans. Et toi? Bon, tu sais, 20 ans, c'est long. Je te dirais mon non. Tu me répondrais ma Lulu. Et ça n'en finirait jamais. Ce serait récréatif. Et passons enfin à notre dramaturge numéro 1, qui est à l'origine de 123 tragédies, auxquelles viennent s'ajouter un nombre inconnu de drames satiriques. C'est également le plus ancien dramaturge de notre top 20, puisqu'il est né en -495, parlons de Sophocle. Sophocle est un dramaturge grec, mais surtout l'un des 3 grands dramaturges grecs avec Eschyle et Eurydipe.
On estime donc son œuvre à 123 tragédies, auxquelles viennent s'ajouter des drames satiriques, mais en vérité la plupart de celles-ci ont été perdues. Aujourd'hui nous connaissons véritablement le titre de 114 de ses pièces, et seulement 8 pièces nous sont réellement parvenues. Mais Sophocle n'est pas juste un auteur prolifique, mais comme d'autres le feront plus tard, il renouvelle déjà en son temps le genre théâtral. Tout d'abord il abandonne les tragédies liées qui sont alors à la mode. Les tragédies liées, ce sont plusieurs tragédies, normalement 3, qui sont liées entre elles par un thème commun, typiquement la malédiction d'une famille, qu'on va suivre sur plusieurs générations. À cette forme, Sophocle préfère celle d'une tragédie plus individuelle, dans laquelle il délaisse les décisions divines et malédictions sur plusieurs générations pour privilégier des enjeux individuels. Les enjeux moraux occupent d'ailleurs une place centrale dans les œuvres de Sophocle, des enjeux se traduisant par des choix que doit faire le héros ou l'héroïne de la pièce. Les dieux, quant à eux, n'ont plus leur place dans le théâtre de Sophocle et n'apparaissent que très rarement sur scène, à savoir une fois dans Ajax. Ils continuent cependant d'intervenir, mais indirectement par le biais d'oracles. Sophocle se débarrasse ainsi de la justice divine, la remplaçant par une interprétation des paroles des oracles, seuls indices dont les hommes disposent sur la décision divine. Les œuvres de Sophocle lui vaudront de remporter de nombreux prix, car oui, déjà dans l'Antiquité on décernait des prix aux dramaturges. Il remportera ainsi 19 victoires au Dionysus, de grandes festivités annuelles en l'honneur de Dionysos, où il n'arrivera d'ailleurs jamais dernier. Ainsi, s'il n'est pas le premier dramaturge de l'histoire, mais l'un des plus anciens, en son temps déjà, Sophocle a su renouveler le genre, comme le feront par la suite de nombreux dramaturges. Et toi maintenant, réponds-moi sans phrase d'un mot, connaissais-tu la défense que j'avais fait proclamer? Oui, je la connaissais. Pouvais-je l'ignorer? Elle était des plus claires. Ainsi, tu as osé passer outre à ma loi? Oui, car ce n'est pas Zeus qui l'avait proclamée. Ce n'est pas la justice assise aux côtés des dieux infernaux. Non, ce ne sont pas là les lois qu'ils ont jamais fixées aux hommes. Et je ne pensais pas que tes lois à toi fussent assez puissantes pour permettre à un mortel de passer outre à d'autres lois, aux lois non écrites, inébranlables des dieux. Elles ne datent celles-là ni d'aujourd'hui ni d'hier, et nul ne sait le jour où elles ont paru. Ces lois-là, pouvais-je donc par crainte de qui que ce fût, m'exposer à leur vengeance chez les dieux? Que je dusse mourir ne le savais-je pas? Et cela quand bien même tu n'aurais rien défendu. Mais mourir avant l'heure, je le dis bien haut, pour moi c'est tout profit. Lorsqu'on vit comme moi au milieu de malheurs sans nombre, comment ne pas trouver de profit à mourir? Subir la mort pour moi n'est pas une souffrance. C'en eût été une, au contraire, si j'avais toléré que le corps d'un fils de ma mère n'eût pas, après sa mort, obtenu un tombeau. De cela, oui, j'eusse souffert. De ceci, je ne souffre pas. Je te parais sans doute agir comme une folle, mais le fou pourrait bien être celui-même qui me traite de folle. Voilà, notre voyage au pays des dramaturges touche à sa fin. En me limitant à 20 dramaturges seulement, j'ai forcément dû passer sous silence un grand nombre d'auteurs talentueux, donc n'hésitez pas à me dire en commentaire quels sont, selon vous, les auteurs incontournables dont j'aurais dû parler. Peut-être que ceux-ci pourront faire l'objet d'une autre vidéo. Je remarque d'ailleurs que je n'ai cité aucune femme dans ce top 20, en effet ce sont fréquemment les dramaturges hommes que l'on cite et que l'on connaît de ce fait le plus. Mais de même, n'hésitez pas à me faire part des dramaturges femmes qui mériteraient selon vous que l'on s'attarde sur elles. En tout bien tout honneur bien sûr. Enfin je vous rappelle que ce top 20 est juste un survol des dramaturges traités, alors n'hésitez pas à aller vous renseigner plus par vous-même sur ceux-ci, à lire leurs pièces ou à aller les voir en représentation. Et bien sûr, n'oubliez pas de vous abonner, cliquer sur la cloche, laisser un petit pouce bleu qui fait plaisir, commenter, partager la vidéo, et moi je vous dis à bientôt sur Bartolo Vidéo. One family in the soul.